C'est comme une marée montante. D'abord, ça commence par quelques gouttes. On se dit ce n'est pas grave, ça passera. Puis l'eau monte, inexorablement. S'infiltre partout, imbibe tout, engorge jusqu'à n'en plus pouvoir respirer. C'est ça, l'excès de normes. C'est cet excès qui empêche de produire, qui empêche d'être compétitif et qui au final empêche d'avoir la visibilité dont a besoin l'entrepreneur pour avoir confiance dans son métier. En fait, la législation européenne et la législation de l'État fait que on est amené en fait à diminuer nos doses et notamment en sol drainé où en fait on cherche à préserver donc l'environnement bien sûr. On a des soucis si vous voulez pour arriver à contrôler donc ces adventices. Et dans l'acte directive nitrate, on a aussi en laissant 5 semaines les colzas, on laisse aussi un bouchage de drain quand c'est en zone drainée. Sur ces zones-là, donc, on a une législation spécifique. Et la législation spécifique nous pose problème. Ce que l'on produit, on essaye de bien le produire, c'est des animaux que l'on veut sortir. C'est notre revenu, c'est notre travail, mais par contre, on a des contraintes hyper dangereuses de nos groupements et de l'administration, et tout ça pour pas grand-chose au bout. Arrêtons, essayons de laisser les éleveurs travailler dans de meilleures conditions. On sait très bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut arriver à stocker nos effluents d'élevage dans de bonnes conditions. Mais fut un temps, on avait quand même la possibilité, pour des gens qui étaient sur fumière, de pouvoir mettre en bout de champ, à possibilité de mettre à un endroit fixe, parce que souvent, l'hiver, c'est pas facile d'accéder à telle ou telle parcelle. Aujourd'hui, on nous impose de tourner, de plus aller stocker au même endroit plusieurs années de suite. Il faut changer d'endroit. Donc les gens, ils se disent, mais comment on va faire? Et faire des investissements pour stocker tous ces effluents, c'est des investissements qui sont non productifs et qui coûtent très très cher. Un type d'exemple, aujourd'hui, pour un atelier de 80 vaches, il faut investir entre 40 à 80 000 euros pour être aux normes. Alors, dû à l'allongement de la durée des antibiotiques décidé par l'AFSA, tous les laits qui ne sont pas conformes, parce que oui, tous les laits qui ne sont pas conformes vont directement à la poubelle. Plus ça va, plus on nous réduit les temps pour répandre du fumier, avec des contraintes également climatiques que l'on a, et puis aussi sur le délai d'enfouissement. Quelquefois, on épand du fumier, mais le climat fait qu'on ne peut pas enfouir, on se trouve pendant le week-end, et donc ça pose problème, puisque les délais d'enfouissement sont à peu près de 24 heures, et quelquefois, malheureusement, on ne peut pas intervenir dans les 24 heures, compte tenu du climat. Mais sur la disponibilité de la main-d'œuvre opérationnelle, c'est-à-dire pour les tâches simples de taille, de tirage de bois, d'accolage, d'ébourgeonnage, etc., ou même de récolte, on a du mal à trouver des opérationnels. Pourquoi? Alors, une des idées que j'avance, mais peut-être que ce n'est pas la seule, c'est quand même le cadre réglementaire d'accompagnement des gens sans emploi. C'est-à-dire que lorsque vous avez... je ne voudrais pas tomber dans la facilité, mais lorsqu'il est économiquement plus confortable de prendre des indemnités chômage plutôt que d'aller bosser, surtout sur des métiers qui pour certains peuvent être un peu compliqués parce que vous travaillez au froid, à la pluie de temps en temps, voilà, le résultat est que vous ne trouvez pas de main-d'œuvre pour attaquer le matin à 8h. Voilà, c'est tout simple. Point. Il est évident qu'à partir du moment où on contrôle moins bien donc, les mauvaises herbes sur la production, ça va en pâtir donc, sur la qualité, d'une part, et puis sur la quantité également. Lorsqu'on a un contrôleur et qu'on ne respecte pas la norme bien-être, on peut perdre jusqu'à 50% du revenu aujourd'hui. Nous, producteurs, nous sommes orphelins de certaines molécules. On a eu le problème il y a quelques mois sur tout ce qui est traitement mamite. Mais il faut savoir aussi que des fois, nos lots arrivent par des couvoirs qui se sont mis aux normes sans antibiotiques, et le problème de la maladie du lot arrive dans nos élevages, et c'est nous qui sommes embêtés par cette maladie. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des antibiotiques qui valent très cher,
Donc, moins on en met, on est d'accord de ne pas en mettre, mais des fois, on est obligé d'en mettre pour... parce que si on n'en met pas cet antibiotique sur notre lot, eh ben, on va faire un lot complètement foutu, et notre revenu, on ne gagnera rien sur ce lot-là. Et voilà, on a perdu notre lot de poulet ou de dinde pour l'année. On commençait à se dire, est-ce que demain, il va y avoir encore une recherche sur cette problématique-là? Est-ce que plus d'antibiotiques, c'est compliqué. Est-ce qu'on laisse crever les animaux? Ecophyto 2018, parce qu'on va avoir 50% de réduction de produits. Comment on va pouvoir répondre à ça, sachant qu'il y a des zones défavorisées comme un peu la Sologne ou l'autre côté de la Loire. On va laisser des jachères s'introduire, des friches industrielles s'introduire, et on ne pourra plus répondre à notre métier de demain. Alors, on a un autre souci qui est majeur en production viticole, c'est l'ESCA. L'ESCA, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie du bois qui, grosso modo, nous décime 3 à 5% du vignoble à partir de la 10e année, pour faire simple. C'est un manque à gagner en termes de raisins produits, et c'est aussi des coûts énormes de complantation et de main-d'œuvre. Voilà. Et quand on fait le lien entre la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée et la complantation qu'exige l'ESCA, on comprend mieux que le problème, il est double. D'où ça vient, l'ESCA? C'est pas une génération spontanée. L'ESCA, c'est une très vieille maladie. Mais jusqu'à il y a quelques années encore, on le gérait avec une matière active qui s'appelle l'arsenite de soude. Alors certes, l'arsenite de soude, rien qu'en l'entendant, tout le monde s'imagine que c'est pas complètement inoffensif pour l'environnement et pas complètement inoffensif pour les hommes qui utilisent le produit, que ce soit des salariés ou que ce soit des exploitants agricoles. Le problème, c'est pas l'interdiction de l'arsenite de soude. Il n'est pas là le problème. On comprend qu'à un moment donné, il faille faire disparaître certaines matières actives parce qu'elles sont dangereuses. Mais le problème, c'est que les gens qui ont imaginé cette interdiction et qui l'ont décidé n'ont pas anticipé leur décision en disant « Ok, ça c'est un produit de merde, il faut qu'on le dégage, mais on met en amont tout un processus de recherche pour apporter une solution alternative aux vignerons. » Résultat des courses, tous les ans, on a notre potentiel de production qui disparaît et nos coûts de production qui explosent. Voilà. Souvent, en France, on sait faire de la qualité. Notre qualité va à l'étranger. Nous, on achète de la qualité sous marque. Parce qu'en fin de compte, on a une règle européenne qui, aujourd'hui, en dessous de 40 000 animaux, c'est la déclaration. Au-dessus de 40 000 animaux, c'est l'autorisation avec enquête publique. Et nous, en France, 30 000 animaux, on parle d'équivalence, c'est-à-dire qu'on va avoir 10 000 dindes en France, on est à 30 000, donc on est déjà bloqué, il faut faire une enquête. Alors qu'en Allemagne, on peut avoir 40 000 dindes sans enquête publique, et en fin de compte, les dossiers aboutissent au bout de 9 mois. Le souci qu'il y a, si vous voulez, on a eu un printemps relativement humide, donc qui a dilué en fait le taux de protéines, et du fait qu'on a une législation qui nous limite sur la dose d'azote apportée donc à la culture, qui est basée en fait sur le bilan de fumure, on a manqué d'azote sur le fin de cycle donc de nos protéines, de nos blés. Qui fait sur le plan commercialisation, on a perdu grosso modo 25% du prix de valorisation de notre blé lié à la qualité. Il y a une loi sur la pénibilité, ce qui est une nouvelle contrainte encore pour l'employeur, parce que ça s'adresse aux employeurs. Cette pénibilité, il y en a surtout une qui va vraiment ressortir, c'est celle qui est sur le travail répétitif. Alors le gros problème que nous avons depuis, nous pour notre région, notamment notre région, depuis le 1er janvier, c'est l'augmentation de la norme des taux qui va augmenter de 2 points. Et cette augmentation de norme de taux était demandée par les grandes surfaces par rapport... Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait un prix de base et pourquoi on avait un prix payé. Alors que justement la différence entre les deux, eh bien, c'est ces taux qui font la différence avec toutes les cellules, tous les germes et tout va s'additionner dedans. Les autres pays, notamment la Hollande et l'Espagne, n'ont pas ces problématiques-là. Donc ceci est totalement anormal. Les grandes surfaces n'avaient pas à les demander ça. En France, on va encore laver plus blanc que blanc, il y en a ras-le-bol. Il faut toujours aller dans leur sens des administrations. Ils nous ont imposé une directive nitrate. Ce qui vraiment pose problème, c'est tout ce qui est répétitif.
C'est pour nous, employeurs, c'est une contrainte importante et c'est une contrainte au niveau organisation. Parce que vous avez complexe, c'est-à-dire que vous avez vos salariés, vous allez les faire tourner sur des postes dans une grande entreprise. Mais quand vous avez une petite entreprise, c'est impossible. C'est une contrainte aussi économique. Ce sera une contrainte administrative, encore des documents de plus à remplir. Et enfin, ce sera une contrainte juridique. Aujourd'hui, on a un réel souci économique qui fait que donc dans ces zones-là, ces zones dites à moindre potentiel ou zones dites intermédiaires, on a un problème de rentabilité qui fait que demain, on ne sait pas la pérennité de notre activité. Il y a un autre sujet qui me pose problème en viticulture, c'est l'obligation que les vignerons ont de fournir de l'alcool à l'État. C'est une taxe d'un autre temps, d'un autre siècle. C'est-à-dire que il faut savoir que les vignerons, dans le Loir-et-Cher comme ailleurs, doivent fournir un certain pourcentage d'alcool à l'État, qui est calculé en fonction de leur déclaration de récolte. Je vous passe les détails. Comment on fournit cet alcool à l'État? Avec des mares et des lits. Bon, ce sont deux résidus de la vinification. Aucun problème. Même si ça peut poser des soucis d'organisation, on va dire que fournir des mares et des lits qui aujourd'hui ne sont plus valorisés, pourquoi pas? Là où ça commence à être emmerdant, c'est qu'on a modifié nos process de vinification depuis mon grand-père ou mon arrière-grand-père à aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous êtes majoritairement producteur de blanc, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de nombreux producteurs dans le Loir-et-Cher, grosso modo, vous avez très peu de lits au final. Vous avez un petit peu de mares et vous avez très peu de lits. Là où ça commence à devenir problématique, c'est quand le vigneron, de par les process de vinification qu'il a sur son entreprise, n'arrive pas à fournir son dû à l'État sous forme de mares et de lits, et qu'il est obligé de fournir du vin pour honorer cette taxe qui, pour moi, est une taxe, je me répète, mais d'un autre siècle, une taxe inique. Voilà. Mais suite aujourd'hui à une réglementation qui devient de plus en plus contraignante, où on dit à l'éleveur, non, tu ne vas plus faire le traitement toi-même, mais ça sera donc un vétérinaire, ton vétérinaire sanitaire qui viendra sur ton exploitation. Donc la déclic, ça va coûter combien? Ça va gréver encore mon revenu. Et demain, face à tout ça, il se dit, est-ce que je ne vais pas laisser plutôt crever l'animal au lieu d'avoir un surcoût encore supplémentaire? Notre métier, on passe entre 20 et 40% du temps à remplir l'administration. Bon, alors, c'est quoi le document unique? C'est un petit livret, un peu comme ça. Bah, c'est encore un truc de plus à remplir, quoi. C'est les contraintes qui font qu'on a un itinéraire technique qui est adapté par rapport à cette législation. Les zones vulnérables nous compliquent quand même énormément la vie, notamment pour les entreprises qui sont fragiles, qui ont déjà du mal à faire face, à gagner leur vie, et qui aujourd'hui, pour moi, c'est de l'investissement improductif, certes peut-être nécessaire, mais improductif, et qui devrait être examiné au cas par cas. Ce qui veut dire qu'on est à la limite du système. Donc les gens, ils se disent, mais comment on va faire? Et faire des investissements pour stocker tous ces effluents, c'est des investissements qui sont non productifs et qui coûtent très très cher. On est très pénalisé par rapport aux contraintes environnementales parce que le temps que les enquêtes publiques se fassent et les études d'impact, c'est ce qui empêche aujourd'hui la compétitivité et le découragement des éleveurs. Cet escabeau, avant, on pouvait le permettre à n'importe qui de monter dessus. Au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Moins de 15 ans, moins de 18 ans, niet, pas question. Donc ils sont avec vous, ils regardent, ils marchent à côté, ils font rien. Et pour moi, c'est pas comme ça qu'on forme le personnel. Et j'ai peur qu'un jour, des zones entières soient rayées de la carte de l'élevage. Alors l'agriculture est tout un ensemble. Au bout d'un moment, les agriculteurs se sentent véritablement submergés. Si on ajoute à cette surenchère la lourdeur des contrôles, L'éleveur est stressé, il a toujours l'impression qu'il est fliqué. Quand ils viennent, ils sont en uniforme, armés souvent, et c'est un choc, surtout que quand on débute dans son métier. on aboutit à instaurer un climat de défiance qui ne permet plus à l'agriculteur
de remplir son rôle. Mesdames, messieurs les politiques, lorsque vous votez une loi, réfléchissez avant, s'il vous plaît. Regardez les contraintes qu'il peut y avoir derrière et renseignez-vous sur les gens concernés pour vraiment ne pas faire n'importe quoi.